Les fuites de données, ça c'est un vrai problème. Numéro de sécu, adresse et même identifiant Caramel, tout peut se retrouver en ligne. Je me suis fait voler mon compte du Bon Coin. Quelqu'un vend des tréteaux là en utilisant mon pseudonyme. Faites bien attention aux hackers les jeunes, parce que j'ai honte, mais bon, j'y peux rien. Vos données sont récoltées, revendues, exploitées. Et c'est mission impossible de les faire supprimer partout où elles se retrouvent disséminées. Je me suis fait inscrire malgré moi à une mail list de philatélistes. Ils sont forts ces cons parce que ils savent que j'aime les timbres. Je me suis fait avoir. Aujourd'hui, ces données permettent de vous ficher. Dossier médical ou information financière pour évaluer le risque d'emprunt ou d'assurance, habitudes de navigation et historique de paiement pour mieux vous cibler en publicité, adresses et photos personnelles pour créer un faux profil. Ces données alimentent tout un marché dont vous êtes le produit. La bonne nouvelle, c'est que la loi encadre leur suppression. Suffit de demander. La mauvaise, c'est que ce sont des démarches titanesques impossibles à faire seul et que seul un service de détection et de suppression automatisé peut accomplir cette tâche. C'est précisément ce que propose Incogni. Créer un compte, indiquer les personnes dont vous voulez supprimer les données personnelles, donner une délégation et laisser ensuite Incogni travailler pour effacer vos traces. Incogni est un service permettant de traquer vos données personnelles où elles se trouvent pour en exiger la suppression. Le processus est automatisé et répété et chaque fois que l'une de vos données est trouvée, sa suppression est automatiquement demandée. Avec le code Linguistique, c'est 60% sur un abonnement annuel. N'hésitez pas à aller voir, allez cliquer sur le lien, allez-y, que voulez-vous qu'il se passe? C'est magnifique, allez-y. Bonjour à vous, le sujet est grave. Comme l'a rappelé le très sérieux journal Le Figaro, la pratique de la lecture s'effondre chez les jeunes. Et oui, je sais, j'avais déjà parlé de ce sujet il y a 2 ans, précisément en revenant d'ailleurs sur un article du Figaro qui s'alarmait déjà de la chute du niveau des lycéens. À croire que cette chute est libre, perpétuelle, infinie et sans jamais toucher le fond pour autant, c'est dire si les temps sont graves. Mais là, cette fois, je vous jure, c'est pas pareil. C'est une vraie nouvelle vidéo avec un vrai nouvel angle. Parce que désormais, il y a même Macron et Attal dans le bail. On est monté en gamme quand même. Le Figaro révèle en exclusivité une étude alarmante réalisée pour le Centre national du livre concernant les 7-19 ans. Attendez, en exclusivité ? Bon, pas en super exclu, mais alarmant, ça oui, on sera tous d'accord, la lecture s'effondre. C'est un drame, parlons-en. Nous tirons la sonnette d'alarme. Mais c'est quoi ce bordel? Ça déconne pas. Les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour sur les écrans. Comment est-on arrivé à un tel décrochage? Le diagnostic se résume à un seul mot, écran. Il y a eu une utopie internet, on s'est laissé éblouir, explique Régine Achondo, qui est donc la présidente du CNL qui commande l'étude. Et d'ailleurs, elle ajoute, il y a désormais un enfermement addictif avec le numérique, on peut parler de drogue et en cela, de nouvelles guerres de l'opium. De guerre de l'opium, carrément. Et TikTok, c'est quoi? C'est le livre rouge de Mao version numérique? Alors oui, vous allez très vite le voir venir. La guerre de l'opium, parce que c'est une guerre entre l'Occident et la Chine. Parce que TikTok égale Chine. Bon, en l'occurrence, moi, la rêve sur la guerre de l'opium, je suis pas certain, étant donné que c'est quand même une guerre que l'Occident a déclarée à la Chine pour forcer la Chine à acheter notre opium, notre drogue. Guerre qui s'est soldée par la perte de plusieurs villes, dont Hong Kong, quand même. Je pense que cette situation n'est pas tout à fait similaire ou comparable, mais bon, voilà, ça c'est mon avis, peut-être un peu biaisé, si je peux me permettre. Les enfants d'Instagram et de TikTok ont-ils encore l'esprit de discernement et l'attention suffisante pour résister aux sirènes de l'immédiateté que procure la technologie? Voilà, je vous l'avais dit, ça parlait de TikTok, la Chine, tout ça. Bon, tout ça est quand même basé sur une étude qui, je pense, nous intéressera plus que le traitement du Figaro de cette étude. Peut-être est-il temps d'aller vraiment à la source chercher les informations. Bon, en gros, tout est basé sur une étude du CNL, le Centre national du livre, qui met en évidence plusieurs choses, dont celle-ci. 84% des jeunes lisent pour l'école, mais dans le privé pour le loisir, c'est plutôt 68% chez les filles, 59% chez les garçons. Sur leur temps libre, en effet, les jeunes préfèrent TikTok et les écrans, et ils liraient donc fatalement moins. Les 16-19 ans, tout particulièrement, sont les moins lecteurs à la maison et les plus consommateurs d'écran. Alors ces informations, elles ont tourné en boucle à tel point que Gabriel Attal, notre cher Premier ministre, est lui-même revenu dessus. Les résultats d'une étude récente du Centre national du livre sur la pratique de la lecture chez les jeunes sont édifiants. J'en cite quelques-uns. 20% des 7-19 ans
n'arrivent pas à lire plus de 15 minutes sans s'arrêter. C'est, je crois, un sujet de grande préoccupation pour l'ensemble de la représentation nationale. Je veux citer les travaux conduits par Annie Genevard et Fabrice Levigoureux qui ont commis un très bon rapport qui a été remis au mois de janvier sur la question de la lecture. Je le redis ici en tant que Premier ministre, je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs remplacent les grands auteurs. Désormais, vous avez un cadre législatif protecteur pour le métier d'influenceur qui va nous permettre de valoriser ce métier d'influenceur et montrer à quel point la France est en pointe sur ces métiers-là. La transmission de notre culture, de notre identité, elle passe évidemment par ces auteurs, ces grands auteurs et la capacité à lire et à apprendre. Alors je suis allé voir là quand même le rapport qu'il cite, qui vient donc de 2 députés de droite, un de LR et l'autre de LREM, du camp présidentiel finalement, et il se trouve qu'il pourrait être invoqué d'une toute autre manière, parce qu'il met notamment l'accent sur le manque de moyens. On peut y lire que 2/3 des profs de français se disent eux-mêmes mal préparés, que leur métier n'est plus attractif, et ça n'aide évidemment pas. Il manque aussi des manuels en CP, ou alors les manuels sont obsolètes, désuets, en dehors du consensus scientifique. Bon là, si je voulais être taquin, je rappellerais bien à ces députés de droite à quel point Chirac et Sarkozy ont détruit l'école publique, ce bilan c'est finalement le leur. Mais passons. Plus étonnamment, si le rapport ne défend pas l'outil numérique en classe, au contraire même, il rappelle son intérêt dans certains cas, notamment pour l'inclusion des enfants à difficultés particulières comme des retards, des troubles ou des handicaps. Alors oui, c'est un rapport politique avec une vision politique, c'est pas un document scientifique, ni quelque graal que ce soit, mais il est quand même intéressant de voir comment il se retrouve cherry-piqué par la majorité, par son propre camp finalement, pour ne conserver que ce qui vient conforter un discours déjà bien rodé plutôt que pour se livrer à une véritable autocritique de la politique en matière d'éducation. Parce que plus d'écran, ça veut dire moins de sommeil, ça veut dire moins de sport. Alors bon, de la part d'un mec qui vient d'annoncer vouloir les collégiens enfermés dans leur établissement de 8h à 18h, gros sucrage de temps libre quand même, c'est un peu dur à passer, mais soit. C'est quoi le 8h-18h? Je t'explique tout. Si tu as des questions sur les annonces que j'ai faites récemment, notamment sur l'école, n'hésite pas à les poster en commentaire. Ah Gabriel, où est donc passé l'enfant qui sommeille en toi, Gabriel? Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Ah Gabriel. Je crois simplement qu'aujourd'hui c'est plus dur pour nous par rapport à la génération de nos parents pour plusieurs raisons. Voilà, on a 23% de chômage chez les jeunes, 40% dans certaines banlieues. C'est beaucoup plus compliqué de se sentir investi dans la société et de pouvoir contribuer. La culture de l'excuse, c'est fini. Il y a un problème de violence chez les jeunes. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Alors bien sûr, après Attal, l'échelon du dessus, c'est Emmanuel Macron qui s'est emparé du truc. Un peu en mode SNU, il va imposer le truc de façon autoritaire, quasi militaire. Ce sera 15 à 30 minutes par jour de lecture pour tous, dans le silence. Parce que si vous aimez pas, on va bien réussir à vous y forcer, et puis c'est comme ça, parce que c'est républicain, c'est la France, bordel quoi. On fait le maximum pour que les jeunes aillent vers la culture, puissent aller vers le livre. Un quart d'heure, une demi-heure de lecture chaque jour pour nos enfants. C'est, je crois, un geste très simple qu'on peut organiser dans la société et qui va créer le rapport au plaisir, à la détente d'abord, puis une forme de bonne addiction, c'est-à-dire l'addiction au livre, à l'apprentissage, au savoir, à la poésie, au roman, à l'essai. Alors pour moi, tout est dit et tous les éléments de compréhension de cette séquence sont là. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, j'aimerais qu'on revienne directement sur l'étude du CNL, sur l'étude du Centre National du Livre. Allons checker la source. Ça se passe donc chez Ipsos, et oui, ça fait suite à une étude de 2022 qui avait donné exactement la même séquence, Macron et Attal en moins, et il y a donc des éléments de comparaison. Tout d'abord, effectivement, on tombe sur les chiffres rappelés par le Figaro. Ils sont présentés sous forme de visuels et on perçoit une dynamique fléchissante vers le bas pour la lecture. Cette baisse demeure modeste, mais elle semble exister, et ça tout le monde nous l'a rappelé récemment. On a presque tenu une semaine dans les médias avec cette histoire, c'est vous dire. Et si je dis semble exister plutôt que existe, c'est parce que dans l'infographie de 2022, on ne trouve pas exactement les mêmes chiffres que dans celle de 2024. Alors que celle de 2024 est censée reprendre ceux de 2022 pour les comparer. On annonce donc des baisses là où, en mettant les deux en parallèle, moi je vois de la stabilité. Je me demande bien d'où sort ce 2% qui baisse là, mais bon, après l'étude de 2022 ne portait pas exactement sur le même sujet, soit, j'ai pas forcément tout décortiqué dans le détail, ça vient peut-être de là.
Mais bon, ça m'a un peu mis le doute quand même. Pourtant, dans cette étude, on apprend d'autres choses qui sont presque toujours passées sous silence dans nos médias et qui décidément ne voient que le côté sombre d'Anakin. Nos enfants ne sont pas que des esclaves illettrés sans mauvaise influence, ils kiffent aussi des trucs qui dépassent nos parents boomers, parce que si la lecture de romans diminue, et qu'effectivement ça fait chier Attal, Macron et Figaro, ça on l'a bien compris, eh bien la lecture de la BD, des comics et des mangas augmente assez fortement même, tout particulièrement pour ces derniers venus du Japon qui sont la véritable star au collège. 3/4 des lectures personnelles des garçons de 13 à 15 ans sont dans cette catégorie unique. L'étude d'ailleurs ne dit pas du tout que le roman s'effondre. Par contre, et c'est là toute la subtilité, le roman sauve sa place grâce à 2 genres, le roman d'amour, en hausse de 9%, et la dark romance. Alors ça, si je peux me permettre, c'est tout à fait évoqué dans l'article du Figaro. Ce dernier genre suit les codes du roman sentimental en les inversant. Il mêle sexualité, violence, humiliation, emprise, viol, torture, rapt, relations toxiques. Bon, et on y fait un lien avec le hashtag MeToo aussi, parce que bon, ça mange pas de pain. Et bref, non, mais ce genre de roman, en fait, c'est trop impur, en fait. C'est vraiment pour des jeunes femmes qui sont en totale déshérence. Alors que Flaubert qui est cité un paragraphe plus tard, Flaubert, ça c'est de la vraie littérature, ça c'est de la bonne littérature. Alors Flaubert qui a quand même été en procès pour avoir atteint aux bonnes mœurs de son époque, peut-être pas si recommandable que ça en tout cas si on remet dans le contexte historique. Par ailleurs, malgré la balle perdue qu'Attal lance sur les influenceurs, je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs remplacent les grands auteurs. Il oublie qu'un jeune sur 10 s'est tourné vers un livre parce que l'une des personnalités qu'il suit sur les réseaux lui a recommandé. Pas son professeur, effectivement, ni l'éducation nationale, effectivement, mais quelqu'un qui, comme moi cet instant, vous recommande mon génialissime livre dont on fête le 1er anniversaire ce mois-ci. Et voilà, comme tout random d'internet, je parle de mes produits, de mes lectures, à travers peut-être votre smartphone, et ça fait vendre des livres. Faites mentir les chiffres les jeunes, achetez mon livre de Vulga, c'est de la culture légitime, ça fera plaisir à vos parents, et ça me fera plaisir aussi, on est tous gagnants. Sauf peut-être votre pouvoir d'achat, mais bon ça on va en reparler après. Les adaptations ciné et les séries tournent également les jeunes vers les livres qui les ont inspirés. C'est d'ailleurs un intérêt que l'industrie a très bien compris. The Witcher par exemple est peut-être le succès transmédia le plus typique. Le livre, le jeu et la série sont des best-sellers. Et évidemment chacun fait vase communicant vers l'autre. Plusieurs séries comme Stranger Things ou The 100 ont de bonnes ventes papier alors que leur cible est précisément le jeune ado qui ne lirait plus. Il faut dire quand même que c'est vrai que la moitié des jeunes ne lit plus de livres comme ça. Alors je parle pas du thème, je parle pas des couleurs, je parle pas du genre, je parle du papier. Les jeunes lisent plus que jamais en format numérique, 25% d'augmentation en 8 ans, 11% en 2 ans, un marché qui explose, tout comme celui du livre audio qui continue sa montée. C'est le moment de vous rappeler qu'il existe un podcast Linguisticae, parce que le podcast aussi s'en sort bien. C'est donc tout à fait étrange d'opposer écran et livre, quand en réalité, la plupart utilisent leur écran pour lire des livres. Alors on comprend bien que le critère principal de jugement, ce n'est pas sur la lecture en tant que telle, mais c'est sur la pratique même de la consommation des objets culturels et leur prestige associé. Que la dark romance, le roman d'amour ou le manga sont en forte progression et sont en train de structurer toute une jeune génération, on s'en fout. Que la pratique de la lecture se fasse via un smartphone, on s'en fout aussi. Ce n'est pas qualifiable comme étant de la littérature avec un grand L. Au livre, à l'apprentissage, au savoir, à la poésie, au roman, à l'essai. Parce que je pourrais rappeler que la lecture avec un petit L, elle ne s'est jamais aussi bien portée, paradoxalement. Je le rappelais d'ailleurs dans la dernière vidéo sur le sujet. Les gens n'ont jamais autant lu, et les gens, ça inclut aussi les jeunes. Alors ça peut sembler paradoxal, mais quoi qu'on pense des écrans, de leur concurrence ou de leur omniprésence, la lecture reste une activité quotidienne, courante, et avec l'essor des messageries textuelles que l'on trouve sur chacun des réseaux sociaux, on n'a jamais autant écrit et lu de textes qu'au cours de ces 20 dernières années. Alors évidemment, on pourrait se dire que oui, mais d'accord, mais cette communication se fait qu'un mauvais français, ou il est mal écrit, et on pourrait faire par exemple le procès du SMS. Sauf que, j'en avais déjà parlé, on l'avait déjà débunké, c'est un faux problème en réalité. Alors on pourrait également considérer que la lecture sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment de la vraie lecture, parce que c'est pas de la lecture littéraire. Mais en vrai, peu importe, il n'empêche, grâce à Internet et notre smartphone, on n'a jamais autant lu de journaux différents, d'articles de sources différentes, de paragraphes de styles différents, s'inscrivant dans des pratiques discursives différentes. Tout simplement car nous n'avons jamais été autant inondés de textes. Pour moi, cette séquence est néanmoins symptomatique de plusieurs choses sur le plan politique concernant notre majorité présidentielle qui a décidé de se saisir du problème à bras-le-corps. Et la plus centrale d'entre elles, c'est, quoi qu'elle fasse, elle a perdu la bataille générationnelle.
Car bien évidemment, toute cette séquence n'existe pas en dehors de la période électorale dans laquelle on se trouve. En effet, pour ceux qui regarderaient la vidéo dans un futur plus ou moins proche, au moment où j'écris cette vidéo et au moment où je tourne, nous sommes à 2 mois des élections européennes. Jordan Bardella, ce mauvais sosie blanc de Mbappé... Je trouve que c'est un modèle d'assimilation. Il est né en France, hein, Kylian. Oui. Ce cancre des parlements, cet intellect qualifiable de teubitude spatiale, demeure favori avec une cote chez les jeunes votants qui crèvent le plafond. Pour contrer cela et se remplumer au baromètre de popularité, Macron s'est dit qu'il allait nommer Attal, un jeune beau dynamique comme il l'avait lui-même été il y a 10 ans, un petit gars censé venir de l'aile gauche, qui s'intéresse à la société, et le pote des stars d'internet, n'oublions pas, pour faire d'une pierre deux coups, emmerder Glucksmann, le PS et les Verts, qui sont donnés tous les 4 matins comme favoris de ce scrutin et qui historiquement ont pu bénéficier d'un vote plus jeune et urbain que la moyenne, et bien sûr séduire toute une nouvelle génération de Français qui verraient dans ce petit prodige, désormais détenteur du titre de plus jeune Premier ministre jamais nommé de la 5ème République, leur égal et peut-être même leur idole. Damn la team shape. Alors oui, il y a d'autres raisons pour lesquelles Macron a nommé Attal Premier ministre, mais ça en fait partie. Alors évidemment, personne ne sait vraiment s'il croit sincèrement dans ces conneries au sommet de l'État. Ils ont quand même tenté le coup, avec un scénario que j'avais prévu dès l'annonce de l'arrivée d'Attal à Matignon en stream. Le plus jeune de la 5ème République, rendez-vous compte, et donc du coup c'est un ministre symbole. Comme Elisabeth Borne était une ministre symbole, oh mon dieu, une femme incroyable qui en plus vient de la gauche avec un profil particulier, vous vous rendez pas compte? Donc c'est du symbole. Là, Gabriel Attal, c'est un beau paquet cadeau. 2 ou 3 premiers jours de sa nomination, c'était un enfer. T'écoutais la radio, t'écoutais tout le monde, il est brillant, il est génial, il est incroyable, vraiment. Moi, je vous mets ma main à couper que Gabriel Attal d'ici, allez. On peut partir large, mais même j'ai envie de partir pas très large. D'ici 6 mois, tout le monde le déteste. Tout le monde. C'est presque un classique, Hollande avait fait le coup avec Valls, ce qui était, et ça fait mal de s'en souvenir, l'une des personnalités politiques qui avait le plus la cote à l'époque. Vous êtes tout simplement l'homme politique le plus populaire. Les suivants au gouvernement sont loin, Laurent Fabius, Jean-Marc Ayrault ou Arnaud Montebourg. Alors oui, les deux ont fini dans les poubelles du social-traîtrisme, on connaît l'histoire, même s'ils cherchent à revenir dès qu'un petit trou de souris se présente à eux. C'est une lutte, mais vitale, civilisationnelle, puisqu'on utilise souvent ce terme, que nous pose l'islam politique en France et en Europe. On sent bien dans l'opinion qu'il y a un besoin de soutenir une gauche, allez, on va l'appeler réformiste, contre la folie, les excès, la violence verbale, l'antisémitisme de la France insoumise. Une reddition face à l'islamo-gauchisme. Et puis force est de constater que les jeunes s'en branlent d'Attal. Tiens donc, surprise, qui aurait pu le prévoir. Chez les moins de 24 ans, la liste de LRN n'est créditée que de 4%, un score abyssalement bas. Alors peut-être que ceux qui regardent cette vidéo plus future savent qu'il a fait plus ou moins. Toujours est-il qu'à mon avis, ça doit pas être très glorieux. Et on va pas se mentir, plusieurs séquences comme celle-ci, ça aide pas. Notre jeune Premier ministre dynamique est tout perdu, tout perturbé, il ne sait pas quoi répondre et il hésite alors entre sévérité et bégaiement face à un enfant. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non, non. Bon, en tout cas, tu vas apprendre plein de choses. Alors, que faire? Que faire? C'est une bonne question, ça. Comment s'en sortir? Eh bien c'est simple. Sauvons les meubles. Et comme ce sont les vieux qui de toute façon font l'élection, ça par contre tout le monde l'a bien compris et eux les premiers, eh bien donnons-leur à fond ce qu'ils veulent entendre. C'était mieux avant, les jeunes ne savent plus lire, ils lisent mal ou pas les bons trucs, il y a des trucs porno, dark japonais, on sait pas très bien, c'est pas des vrais livres en tout cas, on lit à travers une vitre, c'est quand même moins bien que le papier, et puis on tourne les pages du mauvais sens. Concernant certains livres, moi je vous dis, il faut qu'on les refoute à l'école à coups de martinet, et tant mieux s'ils détestent ça, ça leur fera les pieds, et puis vous savez, nous à l'époque, avec les Allemands, quoique... Non, les Allemands. D'ailleurs, au passage, tant pis pour leur temps libre, leur sommeil, ou bien leur loisir de lire, en fait. Est-ce que vous êtes content d'être là, d'abord? Non, bah c'est rassurant. On a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien. Et pourquoi tu voulais pas? Non, moi je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé, elle m'a forcé, elle m'a dit que c'était bien, et je vois que c'est pas bien, là. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait c'est peut-être pas utile pour vous. Parce que les macronistes n'en ont en réalité rien à foutre, ni de la lecture, ni des jeunes. On le voit bien à travers 2 séquences fortes de ces 2 dernières années. La première, c'est celle qui a conduit à enterrer le rapport Racine. Vous ne vous en souvenez sûrement pas, mais le rapport Bruno Racine était une mission annoncée par Franck Riester, ancien ministre de la Culture à Livre Paris en 2019. La mission avait pour objectif d'auditionner tous les organismes représentant les auteurs et autrices en France, pilier sur lequel repose donc toute la chaîne du livre. Rien que ça. C'est important quand on aime la lecture et quand on aime les livres, quand même.
Voilà. Cette mission a donc été menée par Bruno Racine, qui a donné son nom au rapport. C'est un conseiller maître à la Cour des comptes, et il a donc remis ses conclusions au ministre fin janvier 2020. Ce rapport, le rapport Racine, sans détour et sans surprise, hélas, constatait la situation économique plus qu'alarmante des artistes-auteurs en France, et il y a notamment été fait état d'une fragilisation des conditions de vie et de création des artistes-auteurs, aggravée récemment par des facteurs conjoncturels, mais aussi d'un effacement de l'auteur sous l'enchevêtrement des dispositifs d'aide rarement centrés sur lui et excessivement modestes, ainsi que d'acteurs pas toujours exemplaires sur le respect des droits d'auteur. En gros, la situation, elle est pas folle, quoi. C'est pas incroyable. Le rapport a alors préconisé 23 propositions pour sauver là tout un pan de notre culture, tout le secteur de ceux et celles qui écrivent, qui illustrent et qui scénarisent nos romans, nos BD et autres ouvrages en tout genre. La plupart des syndicats d'auteurs se sont félicités que ces propositions, qui étaient souvent les leurs depuis longtemps, soient enfin entendues et rapportées dans un travail ministériel attendu de longue date. Parmi les préconisations du rapport Racine, on trouve par exemple une plus grande place de l'auteur dans les décisions qui le concernent, un meilleur levier de négociation pour sa rémunération, un statut dédié et une meilleure protection sociale. Sauf que, voilà, tout aussi bibliophile que Macron veut paraître, ce rapport a été enterré pour l'essentiel de ses préconisations et avec lui l'espoir de tous les auteurs qui attendent un peu plus que 3 annonces de com et une tape dans le dos. Même le plus élémentaire, le moins coûteux et le plus simple à mettre en place a été abandonné. On pourrait citer dans cette veine la réintégration des auteurs dans la gouvernance de leur régime de sécurité sociale, duquel ils sont privés depuis 2014 avec la fusion de la Maison des Artistes et de la GESA, dont la gestion des cotisations a depuis été confiée à l'URSSAF Limousin. Quelle bonne idée, ça, de filer à l'URSSAF du Limousin, pas n'importe quel URSSAF, pas l'URSSAF du Limousin, la gestion de toutes les cotisations des auteurs de France. Je vois pas du tout comment ça aurait pu mal tourner, cette histoire. Mais en vrai, j'ai été concerné. Ah, ça a plutôt mal tourné, hein. Moi, j'ai par exemple dû les harceler pendant 2 ans pour juste recevoir mon mot de passe, pour juste me connecter, pour juste faire mes déclarations, un enfer. Et c'est sans parler des choses qui marchent encore pas tout à fait aujourd'hui. La Ligue des auteurs avait alors conclu cette séquence avec une phrase qui résume assez bien la situation. Rédiger des rapports est une chose, les mettre en œuvre en est, semble-t-il, une autre pour ce ministère. La présidente de la Ligue de l'époque avait même démissionné pour protester contre l'abandon des principales recommandations du rapport Racine, en écrivant notamment « Un tel mépris pour la parole des auteurs et autrices eux-mêmes et pour le dialogue social défie l'imagination ». Donc ça, c'est notre premier point. On aime les livres, mais on chie sur ceux qui les écrivent. Expliquez-moi. L'autre séquence marquante témoignant pour moi du foutage de gueule des Macronaux envers les jeunes et les auteurs, eh bien c'était il y a quelques semaines. Macron a annoncé qu'il comptait taxer les livres d'occasion. Ce qui est vrai, c'est que le livre d'occasion, surtout quand il est fléché par certaines plateformes, c'est une espèce de mauvais usage. Donc on va essayer de mettre en place une contribution qui puisse permettre de protéger le prix unique. Cette annonce, faite à Strasbourg pour la première journée mondiale du livre de l'UNESCO, est censée, selon lui, profiter aux auteurs, dont il se refait soudainement l'avocat et le sauveur après avoir, comme on vient de le voir, rejeté toutes les recommandations des syndicats, du rapport Racine et finalement du ministère qui l'avait missionné, celui de la culture. Permettre à nos auteurs, à nos éditeurs, à nos traducteurs aussi, d'être mieux aidés. Plutôt que de fixer des minima de rémunération, plutôt que de garantir une meilleure protection sociale, plutôt que de créer un statut dédié et plus protecteur comme il l'avait été préconisé, plutôt que de remettre de l'équilibre dans la répartition du gâteau entre les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs et les libraires, eh bien c'est bien sur le consommateur que Macron entend, par un dispositif qui n'a aucun contour ni aucun détail pour le moment, récupérer ce qu'il manquerait aux auteurs à la fin du mois pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Monsieur est un grand prince. En vrai là, je peux vous le dire, ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo sont ceux qui aiment le travail et ceux qui adhèrent un peu au discours, mais j'en peux plus, je le déteste vraiment, j'en peux plus de ce man. Ce gars, c'est vraiment un aveugle au volant d'une moto, sauf que la moto, c'est nous. Bon du coup, taxons un peu plus ceux qui achètent des livres d'occasion pour payer les auteurs. Déshabillons Paul pour habiller Pierre, quoi. Parce que, oui, au spoiler, le livre d'occasion est essentiellement acheté par des pauvres, et parmi eux, une bonne part des jeunes dont on déplore qu'ils ne lisent plus. Selon l'étude Ipsos tout à l'heure commandée par le CNL, eh bien seul 1/3 des jeunes s'achètent eux-mêmes leurs livres, la plupart les empruntent, se les font offrir ou se les prêtent. Et surtout, ils achètent déjà de moins en moins de livres, essentiellement, comme pour tout le monde, pour des raisons de pouvoir d'achat. Non mais franchement, il n'y a que moi qui trouve que c'est gros comme ficelle ce truc-là. Parce que c'est quand même un délire, ça. Je sais pas. Ça me souffle. Bon, vous l'avez bien compris, Gabriel Attal, le jeune qui faisait des lives sur Insta pendant le confinement avec vos influenceurs préférés, là.
Un fait d'armes qui a d'ailleurs probablement contribué à le faire émerger au milieu de cette jungle de nouveaux bourgeois arrivés dans le sillon de la victoire de Macron en 2017. Eh bien, il pisse désormais allègrement sur la culture internet pour séduire 3 vieilles et 2 mourants qui, malgré Alzheimer et Parkinson, sauront où et comment voter aux européennes. Parce que l'enjeu pour la majorité, il est bien là. Elle a été mal élue en 2022, elle doit sauver les meubles en 2024 pour espérer exister en 2027. Le reste, ça importe finalement assez peu, et toute cette séquence, toute la communication est vraiment orientée vers cet objectif. Pourtant, oui, si on était dans un monde rationnel, honnête, transparent, eh bien on pourrait attendre de Gabriel Attal qu'il sache que les jeunes lisent effectivement sur leur téléphone, ou qu'ils le gardent à proximité quand ils lisent un livre pour maintenir un lien social avec leurs camarades. Parce que c'est l'absence de ce lien social pendant le Covid qui en avait plongé beaucoup dans un état psychologiquement difficile, on parlait même à l'époque de génération sacrifiée. Ce sont les jeunes qui payent le plus lourd tribut en termes d'inquiétude, de questionnement par rapport à la situation actuelle? Oui, il paie un très très fort tribut, ces jeunes. Et c'est aussi normal qu'après avoir passé ta journée dans les bouquins et dans les cahiers sans pouvoir parler à tes potes, eh bien que tu veuilles enfin pouvoir souffler en échangeant avec tes bros entre le repas et le coucher. Enfin, c'est la base, c'est normal bien sûr. On pourrait aussi s'attendre à ce qu'un Attal, monsieur jeune des réseaux en 2020, sache que TikTok est aussi une plateforme qui conduit des jeunes vers les livres. Vers les vrais en papier. Parce que le BookTok, c'est un secteur très porteur. 32 millions de vidéos sur ce hashtag, 162 milliards de vues décomptées en 2023 sur cette trend, et si tout ne s'explique pas par là, eh bien la dark romance dont on parlait tout à l'heure, mais aussi la science-fiction, le young adult, eh bien ce sont des genres très bien représentés dans ce milieu. Les auteurs qui se voient recommandés par les TikTokers du BookTok peuvent jusqu'à doubler leurs ventes, c'est vraiment très impressionnant. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles TikTok était devenu un partenaire du Salon du Livre de Paris en 2023, avec les félicitations d'un certain nombre de professionnels du secteur, et plusieurs gros éditeurs ont d'ailleurs misé sur cette plateforme, souvent avec un certain succès, et alors plus qu'éloigner les jeunes de la lecture, TikTok au contraire les y rapprocherait pour un bon nombre d'entre eux. Alors attention, qu'on me comprenne pas mal, moi TikTok je trouve qu'il y a plein de procès à lui faire, d'accord, mais il se trouve qu'en fait ce n'est même pas la plateforme numéro 1 chez les 15-24 ans. C'est Instagram, puis Snapchat, puis TikTok. Et YouTube reste en très bonne place dans cette génération, notamment pour le contenu long ou le contenu informatif. Pour finir, on pourrait quand même rappeler le rôle central que joue dans la lecture la reproduction de classes, de genres et des inégalités. Parce que s'il y a bien une chose qui n'a pas été rappelée dans la presse nationale alors que l'étude Ipsos s'y penche assez concrètement, eh bien c'est que la lecture est une pratique beaucoup plus genrée à partir de 16 ans, les garçons lisant beaucoup moins de livres que les filles à partir de cet âge-là, et où les ouvrages et les catégories préférées sont elles aussi très genrées, les filles préférant les romans d'amour et les garçons, les BD et les mangas. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. La pratique de la lecture, elle demeure quand même symptomatique des inégalités sociales et elle s'inscrit plus globalement dans le rapport complexe qui demeure entre les catégories socialement défavorisées et la culture bourgeoise dont ils sont écartés. Rappelons tout d'abord que la plupart des livres lus le sont sur le conseil d'un proche, et ce proche c'est presque toujours la mère de famille. Les jeunes qui lisent viennent pour 90% d'entre eux de foyers où l'un des deux parents lit, et pour 88% d'entre eux, il s'agit spécifiquement de la mère. Si la majorité des parents souhaitent que leur enfant lise, ils ne sont pas toujours lecteurs eux-mêmes, et lorsqu'ils ne le sont pas, soit par désintérêt, par manque d'habitude, par illettrisme ou tout simplement par manque de temps, eh bien leurs enfants ont moins de chances de l'être aussi. Et en dehors des proches, c'est bien Internet qui pour plus de la moitié des 16-19 ans vient les inciter à franchir le pas. Squeezie, Swan et Neo, le chef otaku ou encore Maya Adorable font partie des noms qui reviennent le plus cités comme conseil de lecture. Alors effectivement, ce n'est pas la lecture avec un grand L que voudrait le Figaro, mais c'est néanmoins bien le témoignage que des figures jeunes, très populaires et associées aux nouveaux médias numériques jouent un rôle déterminant dans le maintien de la lecture comme pratique culturelle de leur public. Après, évidemment, c'est sûr, les inégalités sociales sont aussi des inégalités de moyens, et les jeunes achètent peu de livres, faute de le pouvoir économiquement parlant, c'est ce qu'on disait juste avant. Il paraît alors difficile de saisir comment ces taxes sur le marché de l'occasion sont censées les y aider, sachant que la majorité des jeunes se fournit sur ce marché. C'est une espèce de mauvais usage. Pour finir, j'aimerais quand même rappeler qu'on n'a jamais autant écrit, surtout les jeunes qui battent quand même tous les records si on les met face aux générations qui ont grandi sans smartphone et sans internet. Si effectivement l'écriture créative n'est pas la plus répandue chez les jeunes, c'est vrai, eh bien ils savent très bien faire la différence avec le réel. Et il ne faudrait pas tomber dans cette obsession pour la baisse du niveau qui a toujours été présente chez les plus âgés qui, des fois, sont précisément bel et bien ceux qui sont déconnectés du monde en mouvement dans lequel ils vivent. Foutons-leur la paix à ces jeunes. Et si vous voulez qu'ils fassent du sport, qu'ils se voient en vrai, qu'ils écrivent, qu'ils lisent, qu'ils passent du temps que vous jugez comme étant plus qualitatif, eh bien peut-être alors qu'il faut se demander comment leur accorder ce temps pour qu'ils le puissent, comment leur donner des occasions de vivre ces moments-là. Parce que souvenez-vous du moment où vous vous leviez à 6h30 pour ne rentrer chez vous qu'à 19h, bon sang. Tu rentres chez toi, t'es claqué, t'as encore tes devoirs à te farcir, tu vas clairement pas ouvrir Madame Bovary pour le kiff.
Non, soyons lucides. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous rappelle que le livre est toujours en vente, toujours disponible en librairie, si jamais vous voulez lire un livre. Linguistica, podcast, Tipeee, machin, réseaux sociaux, etc. Tout est dans la description. Je vous embête pas plus longtemps. Au revoir.